Alors, l'équipe de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine est très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire donc, sur le thème Introduction à la question de la fracture numérique et de l'accompagnement des publics en difficulté. Donc, il sera animé par Charlotte Neymarck qui se présentera tout à l'heure. Alors, on est ensemble pour 1 heure. Alors, moi, donc Anne Godin, chargée de mission à Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, je suis là donc pour vous accompagner, notamment en ce qui concerne les questions que vous allez pouvoir poser à Charlotte Neymarck. Donc, ce qu'on prévoit, c'est plutôt un temps de présentation et ensuite un temps dédié aux questions. Mais vous pouvez évidemment poser vos questions tout au long de l'intervention. Donc, pour cela, vous utiliserez l'onglet questions qui se trouve en haut de votre écran à droite. Et vous verrez, il y a un système de vote qui permet, si une question a déjà été posée, de pouvoir voter, ce qui nous permet, nous, de voir l'intérêt pour certaines questions. On vous proposera donc l'envoi du diaporama que va vous présenter Charlotte Neymarck. Donc ça, je vous l'enverrai si je peux dès aujourd'hui ou sinon en début de semaine prochaine. Et ensuite, le replay vous sera adressé un peu plus tard parce qu'il faut une petite mise en forme à faire pour qu'il puisse être mis sur la chaîne YouTube. Donc le replay, je pense, vous pourrez le recevoir début janvier. Voilà, et je vais laisser tout de suite la parole à Charlotte pour sa présentation. Merci. Merci beaucoup Anne. Alors bonjour et bienvenue à ce webinaire pour introduire la question de la fracture numérique et de l'accompagnement des publics en difficulté avec le numérique. Donc, pour me présenter rapidement, vous allez me voir pendant 1 heure. Donc, je m'appelle Charlotte Neymarck et je suis responsable de formation pour UBIC. UBIC qui est le centre de ressources en Nouvelle-Aquitaine pour tous les acteurs de l'inclusion numérique, donc que ce soit des acteurs privés ou publics. L'idée de la mission d'UBIC, c'est vraiment de mailler tout le territoire néo-aquitain autour de la question de l'inclusion numérique, de coordonner les acteurs, de mutualiser les bonnes pratiques et de déployer tous les outils au service de l'inclusion numérique, que ce soit au travers de formations, d'accompagnement notamment de projets en incubation, d'entrepreneuriat et d'animation territoriale et de veille de manière à ce que l'inclusion numérique soit à l'agenda d'un maximum de collectivités en termes de thématiques et de problématiques à traiter. Alors, donc, aujourd'hui, on a 1 heure, c'est très court pour parler d'un sujet aussi vaste. L'objectif ici, c'est de vous sensibiliser à la question de l'inclusion numérique et à sa mise en œuvre dans le cadre professionnel. Donc, dans un premier temps, on va parler de la fracture numérique, des constats autour de cette question et des ressources de l'aidant numérique. Vous allez voir, on va définir ensemble ce qu'est un aidant. Et enfin, je répondrai à toutes vos questions que vous aurez posées au fur et à mesure et que Anne aura recensées et me transmettra. Voilà, voilà. Alors, pour évoquer la fracture numérique, je voulais commencer avec vous par un petit quiz très rapide. Alors, c'est écrit vos réponses dans le chat, mais finalement, je vais vous demander de mettre vos réponses dans l'onglet questions. Voilà, vous allez voir, ce sont des questions à choix multiples. Donc, normalement, il me semble, je regarderai, mais que vous aurez à mettre juste A, B, C ou D, le cas échéant. Alors, c'est parti. Alors, d'après vous, en France, quel est le terminal le plus utilisé pour se connecter à Internet? A, l'ordinateur, B, le smartphone ou C, la tablette? Ok, je vois toutes les réponses qui défilent.
Et oui, vous avez quasiment tous raison, c'est le smartphone. Pour la première fois depuis le 2019, donc, c'est l'équipement préféré de 77% des Français, donc une grosse majorité, et devance l'ordinateur. Cette réponse, elle est, en tout cas cette statistique, elle est intéressante sur la question des usages du numérique, puisque on ne fait pas la même chose avec un smartphone, on ne mobilise pas les mêmes compétences qu'avec un ordinateur. Ça joue notamment sur le public jeune qui utilise énormément, notamment les réseaux sociaux. Et surtout les questions d'insertion professionnelle et d'e-administration, un smartphone est un usage qui n'est pas forcément des plus adaptés. On en reparlera. Allez, c'est parti pour la deuxième question. Alors, d'après vous, en France, quelle est la part de la population qui n'est pas complètement autonome avec le numérique? Donc A, 11%, B, 26%, C, 40% ou D, 73%. C'est à vous. Ok. Alors là, ça oscille entre B et C. Hop. Eh bien, c'est la réponse C. Donc, c'est 40% de la population qui n'est pas autonome avec le numérique. Donc, ça veut dire 17 millions de Français, soit un quart. Et c'est énorme. C'est énorme. Alors, dans cette statistique, ce n'est pas un bloc monolithique de personnes qui ne sont pas autonomes. Comme on le voit là sur la diapositive, il y a plusieurs degrés d'autonomie dans les usages numériques. Vous voyez, il y a 7% qu'on considère comme complètement exclus du numérique, c'est-à-dire pas d'accès à l'équipement, pas de compétences et donc dans une forme d'incapacité au moins momentanée d'apprendre. On parle de 19% sur des débutants ou intermédiaires, c'est-à-dire qu'il y a peu de compétences, mais il y a possibilité d'avoir des accès et ou de monter en compétences. Enfin, 14%, on parle de personnes un peu plus avancées qui ont des compétences de base. Donc, vous voyez que la manière de les accompagner, on en reparlera, n'est pas pareille. Ici, on parle d'assister pour les plus exclus, de former pour les débutants ou intermédiaires et de donner un coup de pouce pour les avancer. Enfin, la dernière question, qui est la majorité du temps, comment réagissent les personnes qui rencontrent des difficultés d'utilisation des outils numériques d'après vous? A, elles se débrouillent seules. B, elles cherchent de l'aide. Ou C, elles abandonnent. C'est à vous. Tac, tac, tac. Alors, eh bien, la réponse, c'est qu'elles cherchent de l'aide. Alors, souvent, très peu de personnes trouvent cette réponse et pensent spontanément que les personnes en difficulté avec le numérique abandonnent. Mais en fait, près de la moitié des personnes en difficulté vont chercher de l'aide pour résoudre leurs problèmes par rapport aux outils numériques. Et souvent, elles demandent de l'aide auprès de leur entourage dans un premier temps, puis à des personnes extérieures et professionnelles dans un second temps. Donc, finalement, il n'y a que 16% d'entre elles qui sont dans une démarche d'abandon et qui laissent tomber. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'en fait, aujourd'hui, c'est devenu souvent indispensable de faire des démarches en ligne et de pouvoir utiliser à minima les outils numériques. Alors, petite transition justement avec cette dernière statistique et cette dernière question, qui est que comment faire en fait pour ces personnes qui viennent chercher de l'aide? Eh bien, c'est de devenir un aidant numérique professionnel. Alors, aidant numérique professionnel, je tiens tout de suite à désacraliser le terme. C'est pas du tout une question en fait d'expertise. C'est à son niveau, à son poste
et dans sa fonction, comment est-ce qu'on peut avoir un minimum de ressources et d'outils pour pouvoir accompagner au mieux et à son échelle les personnes qui sont en difficulté avec le numérique dans son cadre professionnel, que ce soit des usagers, des bénéficiaires, selon le contexte. L'idée ici, c'est de pouvoir se dire qu'on acquiert un minimum de savoir, de savoir-faire et de savoir-être en lien avec toutes ces questions-là. Je précise aussi que la question de l'entourage de la personne, c'est quelque chose d'extrêmement mouvant et d'extrêmement variable. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas de famille, qui sont très isolées, qui ne peuvent pas faire appel à leurs voisins. Et dans ces cas-là, c'est important de pouvoir démocratiser la professionnalisation, en tout cas autour de l'accompagnement numérique. Alors, nous allons commencer par les savoirs qui, d'après moi, sont importants à avoir autour du numérique. Donc, je reprécise que là, on est quand même sur un temps très, très court. Donc, tout ça va être forcément un peu frustrant et un peu balayé. Je m'en excuse d'avance, mais c'est le jeu. Alors, d'abord, on va rapidement parler du champ lexical de la fracture numérique. Puisqu'autour de la fracture numérique gravitent pas mal de termes, celui d'électronisme, d'illettrisme, de médiation numérique, d'inclusion numérique. Alors, la fracture numérique, en fait, c'est un terme qui a été créé au début des années 2000 en référence à la fracture sociale mentionnée par Jacques Chirac en 95. Et la fracture numérique, en fait, elle fait référence aux inégalités d'accès et d'usage autour des technologies d'information de la communication. Voilà. Donc, on voit que c'est très, très, très souvent quelque chose qui a un lien avec soit la géographie entre le rural et l'urbain, et évidemment qui est lié aux conditions sociales des personnes. Tous ces termes, ils sont importants à connaître. Donc, très rapidement, en réponse à cette problématique de la fracture numérique, a été créée une politique de ce qu'on appelle l'inclusion numérique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour ramener les exclus du numérique et ce qu'on appelle les nouvelles précarités pour les réintégrer socialement, en tout cas pour qu'ils soient le moins éloignés possible de la société, puisque aujourd'hui, on verra que quand on est éloigné du numérique, eh bien, on est véritablement exclu. La médiation numérique aussi est un terme important et un concept à maîtriser, puisque ça existe depuis très très longtemps de manière informelle. Donc la médiation, c'est une personne experte et spécialisée dans le numérique qui va jouer le rôle d'intermédiaire entre l'homme et la machine et trouver les moyens pédagogiques d'expliquer à une personne comment s'outiller pour utiliser au mieux le numérique. Tous ces concepts-là, ils existent finalement depuis plutôt récemment, en fait, et c'est ça, et c'est aussi pour ça que qu'on n'est pas encore tous très très outillés là-dessus. Ce contexte donc sociopolitique très récent est important à connaître, puisque c'est la stratégie nationale pour un numérique inclusif qui a commencé à mettre un coup de projecteur et qui date uniquement de 2017, donc où les pouvoirs publics ont décidé véritablement de prendre en main cette question de l'exclusion numérique. Et il y a eu un plan de relance fait en 2020, évidemment après le premier confinement, où là, le coup de projecteur s'est transformé en urgence et où a été sortie une solution qui est celle des conseils numériques France Service, donc 4000 personnes formées, qui sont en train d'être formées pour justement répondre à ces problèmes de fracture numérique sur un maximum de territoires. Alors, comme vous le voyez sur cette slide, tout ça entre dans un contexte qui est une sorte de cap pour essayer de résorber le plus rapidement possible la fracture numérique, qui est celle de la dématérialisation des services publics dès mai 2022, où plus de 250 démarches en ligne vont être dématérialisées, avec un objectif administratif d'une administration, voilà,
zéro papier. Ce qui est évidemment louable en soi, mais le problème réside dans le décalage entre cette volonté d'une transition numérique au moment des services publics et la prise en compte de la problématique de l'inclusion numérique qui arrive un petit peu trop tard pour venir résorber toutes les conséquences de cette dématérialisation. Voilà, donc ce contexte, il me paraît quand même important à savoir pour prendre en compte, on va dire, la massification de la problématique de la fracture numérique et de son corollaire, l'inclusion numérique. Évidemment, ça a des conséquences, cette fracture numérique, comme on en a parlé là à l'instant, notamment sur l'accès au droit, donc avec cette fameuse dématérialisation des services publics. Ça veut dire que pour 85% des exclus du numérique, c'est ce qui est le plus patent. Voilà, donc en termes de citoyenneté, c'est très parlant symboliquement. Évidemment, c'est très dur pour l'accès à l'emploi, l'accès au logement, l'accès à l'éducation, la santé, le lien social. Bref, on voit à quel point, évidemment, il y a un cercle vicieux de la précarité, puisque quand on n'a pas accès à ces droits, très souvent, ça crée des problématiques financières qui nous empêchent parfois d'avoir accès au logement, etc., etc. Donc, tout cet enchaînement de précarité qui, à la fois, s'engrange et se superpose et crée donc une précarité, on va dire, très, très massive et très compliquée à bouger. Alors, voilà sur les savoirs autour de l'inclusion numérique et de la fracture numérique. Donc, pour être un aidant numérique, c'est important pour moi d'avoir ce contexte-là et ces connaissances-là et accompagner des personnes qui sont en difficulté avec le numérique, ça demande aussi des savoir-être. Alors, pour moi, un des premiers savoir-être, c'est lié à son périmètre d'action. Alors, son périmètre d'action, ça paraît très, très basique, c'est par rapport à l'usager qui est en face de moi et son bénéfice ou bénéficiaire, qu'est-ce que je suis en capacité de faire? C'est la question de mes compétences à moi, mes compétences propres, qui est malheureusement très variable, puisqu'aujourd'hui, dans l'enseignement supérieur, la partie numérique est très, très rarement prise en compte. Elle commence à l'être, mais ça relève de ses compétences propres, de son environnement socio-culturel propre. Donc, nous-mêmes, en tant qu'étudiants numériques, on est inégaux face à nos compétences. Donc, il y a aussi ça. Qu'est-ce que moi, je suis en capacité de faire avec les ressources dont je bénéficie au niveau du numérique. Donc ça, c'est important de le connaître. Deuxièmement, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Pourquoi? Parce que quand on travaille autour de l'accompagnement numérique, notamment sur les questions d'e-administration, on est face à des questions de données et de confidentialité qui sont aujourd'hui encadrées par la RGPD, donc la Réglementation Générale qu'est-ce que le P? Je ne m'en rappelle plus. Ah si, de protection des données. Voilà. Et c'est des choses qui sont très délicates à manier. Voilà, moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes travaillant dans le champ du social qui doivent effectivement jongler avec des données de santé, qui doivent être sur les comptes bancaires des bénéficiaires et qui font des démarches sur lesquelles il y a une responsabilité juridique. Donc, c'est des choses qui sont importantes à connaître. Et troisièmement, dans son périmètre d'action, comment est-ce que je peux le faire? Pour moi, c'est une question très importante parce qu'aujourd'hui, l'accompagnement numérique, il demande à prendre en compte vos conditions de travail. Voilà, c'est-à-dire est-ce que moi-même, j'ai l'équipement adapté pour aider la personne? Est-ce que j'ai l'espace dans mon bureau? Est-ce que j'ai les conditions de travail en termes de temps qui me permettent d'accompagner une personne pour qu'elle puisse monter en autonomie dans le numérique? Voilà. Tous ces paramètres-là, par rapport évidemment à la demande qui vous est donnée, qui vous est en tout cas faite par l'usager ou le bénéficiaire, elle doit être prise en compte. Tout ça, ça fait votre périmètre d'action.
Il y a évidemment dans l'accompagnement numérique une question de posture. Alors, il y a l'accueil qui souvent fait partie, en tout cas, des métiers du domaine de social. Comment est-ce que je mets en confiance une personne qui arrive? Comment je la rassure? Comment je suis à son écoute, qui sont souvent des basiques de l'accompagnement. Mais dans la posture par rapport au numérique, il y a des choses qui sont importantes à rappeler sur la neutralité de sa posture, sur évidemment la confidentialité, souvent liée à cette question des données. Et aussi de rassurer la personne. Alors, ça paraît encore une fois très basique et simple, mais il y a des freins psychologiques très forts concernant les personnes en difficulté avec le numérique, souvent liés à la honte. Par rapport à l'incapacité d'usage de l'outil. Et donc, c'est important de pouvoir mettre en confiance la personne sur votre non-jugement concernant ses usages et ses compétences ou non. Je parle d'humilité aussi parce qu'on verra que c'est important aussi pour vous de pouvoir dire, eh bien ça, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas répondre à cette question. Donc, on le verra, mais on en reparlera après. Mais mieux vaut orienter la personne ou lui dire, je suis pas capable ou je ne peux pas, je n'ai pas le droit de faire cette démarche, plutôt que de lui donner, entre guillemets, un mauvais conseil. Voilà, sur les savoir-être, donc il y a également ce qu'on appelle les savoir-faire, donc ce qui concerne l'aspect un petit peu plus technique. Alors, concernant les savoir-faire, les étapes de l'accompagnement pour une personne en difficulté avec le numérique, on les a calibrées comme vous le voyez ici. Donc, l'accueil que j'ai évoqué, que vous devez sûrement connaître et pratiquer au quotidien, le diagnostic, l'accompagnement ciblé et l'orientation. Alors, l'étape du diagnostic, elle est très importante parce que c'est comme un diagnostic médical, c'est-à-dire plus vous connaîtrez précisément où en est la personne, ce qu'elle veut, l'état de sa demande et ses compétences, plus ça va être vous pourrez cibler, si on reprend la métaphore médicale, son traitement et en tout cas ici, l'accompagnement que vous pourrez prodiguer. Voilà. Il existe des outils de diagnostic, on les verra juste après, on ne pourra pas les voir dans leur intégralité. Ils peuvent être soit en ligne, soit vous pouvez aussi avoir des questionnaires papier si vous êtes plus à l'aise avec ça. En tout cas, c'est une démarche importante dans la mise en lien avec l'usager et aussi dans ce que vous allez pouvoir voir, percevoir de son utilisation, de son usage et de ses compétences, sachant que ça peut aller de personnes qui ne savent pas utiliser une souris à des personnes qu'il faut aider sur du traitement de texte. Donc voilà, les problématiques et les compétences sont vraiment, vraiment diverses et variées. Ensuite, l'accompagnement ciblé. Je parle d'accompagnement ciblé parce que il y a plusieurs manières d'accompagner les personnes. Alors, attendez. Je regarde juste si c'est sur la slide d'après, tout à fait. En fonction du diagnostic, on a catégorisé, nous, 3 manières d'accompagner la personne. Donc, la première, c'est faire à la place d'eux. Faire à la place d'eux, c'est si vous avez une personne qui est en très, très faible degré d'autonomie, qui a peu ou pas du tout accès à l'équipement et qui a une demande à caractère d'urgence. Voilà. Si vous avez une personne qui ne peut pas remplir sa demande de SA et je vais être caricaturale, mais si elle ne le fait pas là, le lendemain, elle sera à la rue. Évidemment, il va falloir faire à sa place. On ne va pas être dans une optique de monter en compétences, etc. Ce ne sera pas la priorité. Il y a les personnes qui ont quelques compétences de base, mais peu, avec des demandes qui sont peut-être importantes mais non urgentes. Et comment est-ce que vous allez pouvoir l'accompagner en faisant à côté d'elle, en la rassurant, en restant à ses côtés. Et il y a le laisser-faire, ça qui est une personne où vous allez pouvoir lui montrer une fois, 2 fois, puis la laisser faire ses démarches tranquillement. Souvent, c'est des personnes en fait qu'il faut surtout rassurer, qui manquent de confiance en elles et qui n'ont pas forcément à domicile le matériel adéquat, pour pouvoir utiliser les outils numériques.
Je reviens à la slide précédente. La dernière étape, qui n'est pas forcément dans l'ordre chronologique, c'est un et ou par rapport à l'accompagnement, c'est l'orientation. L'orientation, c'est très, très important. Pourquoi? Parce que, en fait, vu que vous avez dessiné votre périmètre d'action dans l'accompagnement numérique, vous savez ce que vous êtes en capacité de faire ou pas. Et si la demande n'entre pas dans votre champ d'action, c'est important de pouvoir connaître le réseau local de proximité, d'autant plus que souvent, parfois, les usagers ou bénéficiaires que vous rencontrez ont aussi des problèmes de mobilité, pour pouvoir renvoyer les personnes concernées vers les bonnes structures qui pourront, elles, répondre de la manière la plus juste et adéquate possible à la demande de la personne. Voilà. L'orientation, ça peut être des médiateurs numériques qui, eux, sont vraiment spécialisés dans l'accompagnement et la montée en compétences. Si ce sont des jeunes, ça peut être des missions locales, ça peut être des MSA. Voilà, il y a plein de manières, il y a plein de structures différentes qui peuvent répondre à des questions plus ou moins ciblées. C'est important de les connaître autour de vous. Ceci étant dit, par rapport à toutes ces étapes et ces différents modes d'accompagnement, on y associe des outils. Alors, petit warning avant de parler des outils, parce que très souvent, quand on pense numérique, on pense outils, savoir manier tous les outils. Évidemment, c'est important, notamment dans le numérique, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'accompagnement des publics en difficulté avec le numérique, parce que c'est avant tout de la relation humaine. A priori, c'est votre métier, donc vous savez de quoi je parle. Mais avant les outils, il y a la posture, tous ces savoir-être et ces savoirs, et aussi à quel moment j'utilise tel et tel outils. Surtout que vous allez voir, là je vais vous donner à chaque fois un exemple, mais c'est des outils qui demandent eux aussi pour vous du temps de formation et d'acculturation. Alors, une fois que tout ceci a été dit, en outil de diagnostic, je voulais vous montrer ABC Diag de Pix. Ah, mais en fait, oui, je ne peux pas y accéder, Anne, puisque c'est mon PowerPoint. Tac, tac, tac. Je vais peut-être pouvoir faire un... Est-ce que vous m'entendez, Anne? Oui, 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 il faut faire un partage d'écran. Du coup, il faut que vous alliez sur votre navigateur. Oui. Je vais aller sur mon navigateur. Alors, hop, ABC Diag Pix. Tac, tac, tac. Bon, les aléas du direct. Alors, ici, ABC Diag Pix, c'est un questionnaire en ligne qui est très, très basique. Alors, qui demande une connexion et une inscription. Je vais voir si moi, je lance. Est-ce que ça marche? Oui. Alors, vous voyez, vous avez ce type de questions. Alors, excusez-moi, nous ne l'avons pas à l'écran, donc peut-être qu'il faut fermer celui-là. Hop. Alors, attendez. Je vais essayer de faire un partage d'écran. Hop. Nanana. Ouh là là. Ok. Bon. Alors, en fait, on va revenir au diapo parce que ça va être un petit peu complexe là. Mon ordinateur mon nouveau navigateur me fait ouvrir des préférences système, tout ça. Voilà. Alors, je le remets. Ce sont les aléas du direct parce que vous voyez qu'on est tous confrontés aux difficultés face aux outils numériques. Alors, je vais vous les expliquer rapidement et je pourrais faire passer via Cap Métier un mémo avec ces outils sur lesquels vous pourrez aller par vous-même en suivant. Alors, ABC Diag Pix, c'est un questionnaire d'environ 10 questions en ligne très basique que vous pouvez adresser à des personnes qui ont très peu de compétences numériques. Quand je dis très peu de compétences numériques, c'est malgré tout des personnes qui ont des usages de base, par exemple, qui savent utiliser une souris et à minima un clavier sur un ordinateur.
Voilà. Sur le degré au-dessus de compétences, il y a PIX tout court qui pose des questions qui sont à un niveau un petit peu plus élevé, avec un questionnaire en fait qui comporte un algorithme qui s'adapte à vos réponses. Voilà, plus vous avez de mauvaises réponses, plus les questions vont être faciles. Donc PIX, c'est aussi intéressant pour ça. Et c'est l'outil de certification des compétences gouvernementales, enfin nationales en tout cas, qui est fait par l'État. Alors, en outil de montée en compétences, il y a un site qui est extrêmement bien fait que je vous recommande vraiment, qui s'appelle Les Bons Clics. En fait, Les Bons Clics, ce sont à la fois des tutos pour les bénéficiaires, les usagers, mais aussi pour vous, avec des trames de formation et d'ateliers interactives, explicatives, à la fois pour que vous puissiez avoir les outils pédagogiques sur chaque domaine, chaque question qui va du niveau le plus basique au niveau, on va dire, le plus élevé, sur des questions très, très spécifiques, notamment dédiées aux outils d'e-administration, des tutos sur le site de la CAF, etc. etc. Donc, les bons clics, vraiment très, très intéressant. Là aussi, il faut que vous créiez votre propre compte. Ça demande un petit peu de temps pour comprendre le fonctionnement, mais vous avez tout un panel d'outils à la clé, enfin, clé en main, je veux dire, qui sont extrêmement bien faits. Alors, Charlotte, excusez-moi, je me permets de dire que du coup, là, on n'y a pas accès en direct puisque les liens ne sont pas actifs, puisqu'on est sur un PDF. Mais comme vous aurez le support PowerPoint de Charlotte Neymarck, je vous enverrai par mail, là, vous aurez les liens. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, Anne, pour cette précision. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faire à la place de pose des questions de responsabilité juridique, notamment sur la question des données et sur la traçabilité de l'échange. Sur ces questions-là, vous avez plusieurs outils, dont le mandat Aidant Connect, qui est un mandat en ligne qui permet de sécuriser et de faciliter la démarche pour faire à la place de votre bénéficiaire. Donc, c'est un outil qui nécessite une habilitation donnée par l'État suite à une formation d'une journée que vous avez à faire. Donc voilà, vous verrez sur le lien que vous pouvez vous inscrire à la formation qui est évidemment gratuite et qui se passe dans tous les départements. C'est Ubique, donc l'organisme pour lequel je travaille, qui déploie ces formations. Voilà. Aidant Connect, c'est vraiment un mandat qui vous permet, alors via France Connect, de tracer et faire la démarche pour le compte d'eux sur tous les outils d'e-administration, toutes les plateformes disponibles sur France Connect. Les outils. Il y a aussi tout un tas d'outils techniques qui viennent répondre à plein de problématiques différentes qui nécessitent, on va dire, des trucs et astuces. Typiquement comme CamScanner pour pouvoir scanner des documents, les mettre en PDF pour pouvoir les envoyer sur différentes administrations en ligne. Ici, je vous ai mis l'outil de Microsoft Translator. Pourquoi? Parce que très souvent, beaucoup de personnes qui travaillent dans l'accompagnement socio-professionnel ou le social ont des publics allophones. Donc, il y a toute la problématique de compréhension de la langue qui accompagne les difficultés avec le numérique. Donc, c'est important de pouvoir être outillé pour cela. Voilà, donc tout un tas d'outils périphériques qui vont, on va dire, de la chose la plus technique à comment est-ce que on peut avoir accès à l'équipement d'occasion pas très cher. Enfin, dernier outil non des moindres, qui sont des cartographies en ligne faites par la Mednum, qui est la tête de réseau de toutes les structures qui travaillent pour l'inclusion numérique et qui ont fait des cartographies par territoire qui vous permettent d'avoir accès par département
à toutes les structures travaillant autour de l'inclusion numérique qu'il y a à proximité et localement, qui sont triées par catégorie sur est-ce que c'est de la médiation, est-ce que c'est de la vente d'équipements, etc., etc. Donc, je vous invite à aller voir. J'avais mis ici en ligne, évidemment, l'exemple de la Gironde. Voilà pour les outils. Alors, je regarde l'heure, il est 10h36, c'est parfait, nous sommes dans les temps. Alors, rapidement, pour aller plus loin, il y a une formation via Cap Métier qui s'appelle Accompagner les publics en difficulté avec le numérique, qui a lieu en distanciel sur 3 matinées de 3h30. Donc, les dates sont déjà fixées pour 2022. Ce sera le 29 mars, le 31 mars et le 6 avril. Voilà. L'objectif de cette formation, c'est d'y disposer de ressources pour donner une première réponse adaptée à un public en difficulté avec le numérique. Donc, finalement, c'est une version, on va dire, beaucoup plus approfondie du webinaire que vous venez de vivre, avec à peu près le même genre de trame. Ce qui est intéressant sur l'approche de cette formation, c'est de disposer de ressources qui sont notamment liées au, on va dire, au groupe, au collectif, au retour d'expérience, voilà, où le groupe nourrit le groupe et les différentes approches et différents échanges sont très importantes en termes de ressources. Je parle de notre approche aussi sur cette formation parce que le sujet du numérique et de l'inclusion numérique est extrêmement vaste et sensible et que notre approche, c'est celle d'un point de vue situé. Tout comme ce webinaire que je viens de vous faire, ce n'est pas une recette toute faite de l'accompagnement, mais c'est ma vision et en l'occurrence celle de mon organisme concernant la manière de procéder pour accompagner des publics en difficulté avec le numérique. Donc, c'est toujours important de pouvoir préciser d'où je parle et de ma position qui est celle d'une personne qui travaille dans l'inclusion numérique et non pas aux côtés de bénéficiaires dans l'intervention sociale. C'est pour ça que j'évoque l'importance du métier dans la formation des personnes et du rôle de chacun, puisque les outils et les ressources qu'on donne au cours de cette formation s'approprient en fonction du métier et de la fonction des personnes qui, à travers d'ailleurs leurs récits et leurs apports viennent nourrir aussi, nous, notre expertise dans l'inclusion numérique qu'on veut jamais déconnecter du terrain des professionnels. Donc, rapidement, ce déroulé de formation, il se déroule d'abord autour des enjeux de la fracture numérique, des usages et des différents publics qui sont associés à ces difficultés. En second temps, on voit la posture de l'aidant numérique et tous les outils à sa disposition. Et dans un troisième temps, nous allons faire une mise en situation sur les accompagnements autour des usages numériques de A à Z qui permettent de voir les différentes stratégies à l'œuvre selon des situations plus ou moins connues. Et maintenant, comme dirait Julien Lepers, c'est à vous de jouer. C'est à vos questions, donc va me transmettre Anne. Voilà, et je verrai si je peux y répondre. Merci Charlotte. Alors pour l'instant, il n'y a pas de questions directement. Alors elles vont certainement arriver. Il faut que ça décante un peu, certainement. Il y a eu beaucoup d'informations. Merci beaucoup. Moi, je vais juste rajouter par rapport à la formation que vous avez présentée. Donc effectivement, elle sera proposée dans le cadre du programme de professionnalisation animé par Cap Métier, donc qui s'appelle Parcours Pro. Il n'est pas encore en ligne, ce programme 2022. Il le sera mi-janvier. Donc vous pourrez y accéder à partir de cette date-là et puis prendre vos inscriptions à la suite. Bien sûr, il y aura un tas d'autres propositions de formation dans ce programme. Voilà, pour l'instant, je regarde en même temps. Non, il n'y a pas de questions. Alors, je précise aussi que je suis désolée, le chat, je ne sais pas s'il est actif. Je crois avoir vu passer des messages, mais je n'y ai pas accès. Voilà, oui, moi non plus. Voilà.
Donc, désolé si vous aviez mis des commentaires ou même des questions dans le chat, mais je l'ai désactivé depuis. Alors, si c'est le cas, merci de remettre les questions dans l'onglet questions. Alors, en voici une. Alors, y a-t-il une limite du nombre d'inscriptions par structure? Alors, c'est-à-dire pour le programme de professionnalisation? Oui, j'imagine que c'est ça. Oui, en effet, hein, il faut être adhérent. Il faut être adhérent à Cap Métier Nouvelle-Aquitaine pour pouvoir bénéficier par structure des actions de professionnalisation, en tout cas des actions de formation. Donc celle que vous a présentée Charlotte Neymarck en fait partie. Et on est limité, alors non pas au nombre d'inscriptions par structure, mais en tout cas une personne, un salarié d'une structure est limité en quelque sorte à 3 actions de formation par an dans le programme Parcours Pro. Alors, pourra-t-on avoir la présentation? Oui. Oui. Alors, la présentation, alors le PowerPoint, donc je vous l'ai dit, je vous l'envoie dès que possible, si je peux, dans la journée. Et puis, si vous parlez de la présentation de la formation, donc encore une fois, il faudra attendre qu'elle soit mise en ligne, donc début 2022. Alors, ma question, puis-je inscrire 32 à 3 personnes à cette formation? Alors, je suppose que c'est 2 à 3 personnes à cette formation en tant qu'adhérent Cap Métier. Alors, c'est 2 personnes de la même structure sur la même session de formation. Et éventuellement plus s'il reste des places. Alors, par expérience, oui, pour compléter, ce qui est intéressant sur cette formation, c'est aussi la diversité des différentes structures qui sont souvent face à différents publics. Donc, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir plutôt des personnes qui viennent de structures différentes pour un petit peu confronter les différentes manières de faire. Voilà. Oui, et effectivement, je rebondis sur ce que dit Charlotte, c'est ce qu'on souhaite développer dans le cadre du programme Parcours Pro, c'est vraiment permettre aux professionnels venant de structures différentes de se côtoyer et de se retrouver dans ces formations aussi pour justement s'enrichir mutuellement. Alors, il y a des questions qui arrivent. Dans la formation, est-ce que vous évoquez les difficultés éventuelles des personnes pouvant être en situation d'illettrisme? Alors, question très très intéressante parce que dans la formation, on évoque la question du handicap, qui est évidemment en lien avec l'accompagnement numérique et donc la question du handicap, elle soulève évidemment qu'est-ce qu'on appelle handicap. Voilà, dans cette situation. On est souvent, est-ce qu'on parle d'empêchement? Et oui, si on parle d'empêchement, évidemment que la question de l'illettrisme est importante à traiter. En tout cas, quand on parle des difficultés dans l'accès au numérique et dans les usages du numérique. Après, on n'a pas le temps de développer sur les différentes formes de handicap, bien que ce soit vraiment très, très, très intéressant. Mais on parle d'outils qui existent en tout cas pour les personnes qui sont en difficulté. On parle aussi beaucoup de mise en relation avec ce qu'on connaît. Donc nous, on travaille avec plusieurs partenaires qui ont des formations qui sont dédiées à l'illettrisme, puisque illettrisme et électronisme, donc un des néologismes qui faisait partie du nuage de mots tout à l'heure quand je parlais des différents concepts, et évidemment un des handicaps les plus invisibles et les plus pernicieux dans les difficultés avec le numérique. Donc, on l'évoque, mais malheureusement, on ne peut pas le traiter de manière approfondie. Ok, merci Charlotte. Alors une remarque, on nous dit pour développer le projet auprès des publics en formation, c'est plus aisé d'être au moins 2 pour développer la démarche. Oui, alors effectivement, deux personnes d'une même structure, oui, c'est possible dans les formations Parcours Pro, donc il n'y aura pas de souci. Alors peut-être qu'il serait intéressant de les orienter vers le CRIA, Centre Ressources Illettrisme et Analphabétisme.
Alors, est-ce Alors, que vous... tout à fait. Et nous, on a des partenaires en fait qui travaillent avec le CRIA et qui font des formations autour de l'illettrisme, enfin, qui s'appelle de l'illettrisme à l'électronisme, et ouais, qui traitent de cette question de manière très brillante et très pertinente. Donc, merci Ouais. pour l'appui. Charlotte, est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous pourriez revenir? Alors, je viens de voir une question. Comment stimuler la volonté d'apprendre chez les personnes qui, sur certains dispositifs, ne perçoivent pas l'intérêt du numérique? Alors, très bonne question, celle de la mobilisation et la motivation des publics. Euh, alors, on va dire qu'il n'y a pas de réponse absolue à cette question, puisque ça dépend totalement de la situation de la personne, parce que parfois, le manque de volonté et la démotivation cachent souvent d'autres problématiques comme la peur, la honte ou une forme d'incompétence, enfin, en tout cas de l'incompétence, de la honte face à l'incompétence et l'incapacité. En plus, très souvent, les personnes qui sont dans ce manque de volonté affiché, c'est des personnes qui sont un peu fâchées avec l'école et qui donc ont l'impression de revenir à l'école. Et c'est des choses qui mettent malheureusement beaucoup de personnes en souffrance. Donc derrière le manque de volonté, je crois aussi qu'il y a pas mal de souffrance de la part de certaines personnes. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. L'autre chose à prendre en compte, c'est aussi que nous, je pense qu'aussi on est là, c'est qu'on est un minimum acculturé au numérique. Je choisis mes mots parce que le numérique, c'est véritablement une culture comme un alphabet avec ses codes, ses signes, la manière de pouvoir lire et former des mots, lier des choses et connecter des choses entre elles. Et que pour beaucoup de personnes, c'est une abstraction totale. Totale. C'est comme si on mettait du chinois. Donc, la mobilisation cognitive et intellectuelle pour accéder au numérique, elle est énorme, énormissime. Euh, je trouve que c'est important de replacer ça parce que pour moi, ce manque de souvent l'absence de volonté, donc c'est beaucoup de peur et aussi normal parce que c'est un effort énorme et parfois il y a la balance entre faire cet effort énorme qui coûte beaucoup versus en fait se dire bon, je lâche parce que c'est trop lourd, c'est trop dur, ça mobilise trop de choses. Donc pour revenir à la question, alors, pour moi, si on est au-delà de toutes ces réflexions-là, il y a l'entrée plaisir. C'est-à-dire comment est-ce que les personnes, elles peuvent entrer au numérique. Je dis n'importe quoi, si c'est des jeunes et qu'ils aiment les réseaux sociaux, ok, on leur dit ok, ben voilà. En fait, ben, ton entrée, c'est les réseaux sociaux. Et après, regarde, tu peux faire d'autres choses avec ton téléphone. Et les choses que tu peux faire avec ton téléphone, tu peux les faire avec ton ordinateur, etc., etc. Donc, c'est trouver l'entrée du plaisir, je la trouve très importante, de pouvoir permettre, de pouvoir dire à certaines personnes, je pense notamment par exemple à des personnes âgées qui disent oh là là, c'est plus pour moi, voilà. Bah oui, mais en fait c'est plus pour toi, mais regarde, tu peux rester en lien avec ta famille, avec tes petits enfants, voilà. Donc c'est comment est-ce que on les ramène à eux et à leur propre intérêt. Voilà. Cette réponse était un peu longue, mais voilà. Très intéressant, en tout cas. Merci pour la question et pour la réponse. Alors, nous en avons une nouvelle. Alors, quelle est la formation proposée aux conseillers numériques? La formation du programme de professionnalisation de Cap Métier. Alors, existe-t-il d'autres formations proposées dès le recrutement et quels sont les acteurs qui les dispensent? Ah, hmm. Là, on entre dans une grosse machine. Alors, les conseillers numériques, donc ce qu'on appelle les CNFS,
Oui, tout à fait. Voilà, quelqu'un vient de donner la réponse. Alors, c'est une formation qui est hyper spécifique, puisque c'est un dispositif qui a été lancé par l'État. Donc, la formation, elle est dispensée par des organismes spécifiques par région. Chez nous, c'est en Nouvelle-Aquitaine, effectivement, c'est Simplon. Dans d'autres régions, c'est l'AFPA. Donc ici, c'est Simplon et c'est un dispositif très très balisé. Et le dispositif des CNFS, en fait, c'est comme une forme d'alternance, c'est-à-dire qu'à la fois, vous êtes recruté par une collectivité et vous êtes en poste et vous avez aussi des temps de formation. Alors, est-ce qu'il existe d'autres formations proposées dès le recrutement et quels sont les acteurs qui les dispensent? Alors, concernant les postes de CNFS, euh, déjà, il faut trouver le moyen, là je ne l'ai pas en tête, de candidater. Et après, vous êtes vraiment dans un chemin très balisé. Voilà. Avec la formation via Simplon et la collectivité qui vous embauche et tout le dispositif mis en place par l'État. S'il existe d'autres formations proposées en dehors de ce parcours des CNFS, oui, il en existe. Tout dépend de ce que vous recherchez. Par exemple, si vous êtes un acteur social ou socio-professionnel, enfin en tout cas vous travaillez dans le champ du social, il y a une formation gratuite d'une semaine, la formation Sésame, qui est proposée par Bordeaux Métropole. Voilà. Il y a des lieux de médiation numérique à Bordeaux, enfin moi je parle de Bordeaux, mais en tout cas sur la région qui existent, qui proposent des formations souvent à bas coût. Voilà, tout dépend sur quoi aussi vous voulez vous former. Donc si jamais vous voulez un petit peu préciser la question, je suis preneuse. Merci pour ces précisions. Alors, vous l'avez compris, du coup, la formation qui fera partie du programme de professionnalisation de Cap Métiers en 2022, dont nous a parlé Charlotte Neymarck, n'a pas pour objectif de former des conseillers numériques, hein. Elle s'adresse bien à vous, les acteurs de la formation, de l'orientation, de l'insertion et de l'accompagnement et de l'emploi. Alors, il nous reste quelques minutes. Profitez-en pour demander des précisions ou poser des questions. Charlotte, vous avez disparu de l'écran. Vous êtes Ah bon? toujours là? Ah Ouais. oui, je suis là. Enfin, de mon écran à moi, en tout cas. Je suis là. J'espère que tout le monde me voit. Je ne sais pas si vous avez peut-être des questions sur les différents types d'accompagnement, sur la posture, sur peut-être les outils existants, sur ce qui se joue quand on fait à la place de et dans Connect. Voilà, je peux parler de tous ces sujets avec vous. En tout cas, voilà, ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, on est vraiment dans j'allais dire presque un devoir, mais je ne veux absolument pas avoir de jugement moralisateur, mais en tout cas dans une nécessité forte de devoir se former à l'accompagnement dès qu'on est en contact avec du public qui est en difficulté dans ce domaine, parce que en fait, c'est ce qui commence à mettre le plus de personnes dans une forme d'impasse. Et ça devient très très compliqué. Après là, on a évoqué des problématiques, enfin un accompagnement très très généraliste, mais nous on est conscient que notamment dans le domaine social sur lequel on se spécialise un petit peu, il y a beaucoup de
Il y a d'autres questions précises, on va dire de niche, qui doivent être traitées, notamment des questions de cybersécurité. Parfois, il y a des personnes qui ne sont pas du tout, qui ont de l'équipement, souvent des téléphones, des smartphones, qui ont appris à être sur des réseaux sociaux et qui se font avoir par des techniques qu'on appelle de phishing, par des faux profils, souvent de femmes plutôt jolies, qui leur demandent des sommes d'argent et ces personnes-là n'ont pas été formées. Ou prévenus en tout cas que c'était des arnaques, et des personnes qui peuvent être déjà très précaires, eh bien, vont envoyer 1000 euros voilà, suite à des arnaques en ligne. Voilà. Alors, comment est-ce que les aidants numériques... Pardon, Anne, je vous ai coupé. Non, non, je vous en prie. Donc, c'est peut-être la dernière question. Comment les aidants numériques peuvent-ils évaluer le degré d'autonomie des personnes en fin d'accompagnement? Eh bien, c'est en utilisant le même questionnaire d'évaluation, quelle que soit la forme du questionnaire, que ce soit PIX, que ce soit un questionnaire papier, et de voir quelle est l'évolution de la personne. Donc, alors pour ça, c'est mieux d'avoir des évaluations et des diagnostics qui soient gradués. Voilà, comme ça, la personne peut elle-même s'auto-évaluer et l'accompagnant, en tout cas l'aidant, peut aussi lui voir sur quel domaine la personne a fait et monter en compétences. Voilà. Peut-être que s'il n'y a pas d'autres questions, Anne, on peut passer au questionnaire. Oui, tout à fait. Alors, je vais vous partager un petit questionnaire en ligne très simple, hein, que vous allez mettre 1 minute à remplir. Pour nous, c'est important d'avoir votre retour par rapport à cette présentation. Alors, je vais le mettre en ligne tout de suite. Voilà, normalement, il apparaît à l'écran. Donc voilà, vous avez juste à cliquer dessus. Écoutez, on vous remercie pour cette présentation, Charlotte. Merci encore pour tous ces éléments. Merci aux participants. Alors, il y a quelqu'un qui nous fait part d'un commentaire. Ah oui, sur Open Classroom aussi. Est-ce qu'on peut utiliser ces outils extérieurs quand on fait partie d'un organisme? Alors, j'ai pas tout à fait compris la question. Je pense que c'est un outil où il est question de passeport numérique sur Open Classroom, qui est un. Il faudra que je regarde, mais je peux pas y répondre directement sans avoir accès au lien. En tout cas, voilà, moi aussi, merci beaucoup pour votre écoute, en espérant que ça vous a plu, et à bientôt peut-être. Merci beaucoup. Je vous envoie, comme promis, le support très rapidement. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on vous retrouve l'année prochaine avec plaisir. Oui, bonne fête de fin d'année. Au revoir. Au revoir.